Bonjour, nous sommes aux journées de l'Association française des trésoriers d'entreprise, l'AFTE. Avec nous Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour. Vous êtes directeur adjointe ou directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationales. Natacha, la reprise en zone euro est molle. Les attentats, au-delà de leur caractère dramatique, ne vont probablement pas soutenir les investissements. Va-t-on à coup sûr vers une action monétaire amplifiée de la Banque centrale européenne ? Alors effectivement, les données de croissance n'ont pas été encourageantes. Je sais que la BCE avait déjà dans sa communication, avant les derniers chiffres dont on dispose, prévenu les marchés, prévenu les observateurs qu'il y aurait sans doute un petit peu plus d'assouplissement dans les tuyaux si la croissance n'était pas au rendez-vous. Donc les circonstances macroéconomiques seules sont déjà une bonne raison pour la BCE d'épaissir le trait de l'assouplissement monétaire. Alors, se sont surajoutés évidemment les événements tragiques de Paris et de la Seine-Saint-Denis, où finalement il faut bien faire la part des choses. C'est très difficile de parler avec des mots d'économiste dans des circonstances un peu dramatiques absolument. Comme celle-ci. Oui. Néanmoins, quand on regarde sur des circonstances similaires, l'impact économique de l'événement proprement dit, en général, il est assez limité, c'est-à-dire l'impact de les conséquences, les magasins qui ont fermé, les gens qui restent chez eux, les décisions d'investissement qui sont atermoyées, il est sensible, mais il reste quand même très très petit. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte de façon sérieuse, ce sont les implications à plus long terme que ces événements peuvent avoir, pris isolément, mais aussi par rapport au potentiel de risque qui prévalent pour le futur, pour la confiance de façon générale, la volatilité des marchés et les réactions politiques et économiques qui peuvent s'en suivre. Donc je pense que la BCE aura moins en tête l'impact ponctuel que le risque latent que ça fait peser sur une trajectoire de croissance assez fragile dans un environnement où l'inflation de toute façon est très très basse. Je pense que dans ces circonstances-là, c'est un argument supplémentaire pour que la BCE passe à l'œuvre sur un assouplissement de sa politique monétaire qu'elle avait déjà très largement annoncé auparavant. Oui, puisqu'elle met en œuvre, on le sait, un quantitative easing qui doit durer au minimum jusqu'à septembre 2016. Si je ne me trompe pas, les taux d'intérêt, ces principaux taux sont faibles. Que peut faire la Banque centrale européenne de plus ? Alors, on pensait jusqu'à récemment que c'était impossible d'aller plus bas dans les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a déjà des taux d'intérêt négatifs sur la facilité de dépôt de la Banque centrale, donc le taux auquel elle rémunère les dépôts de ses contreparties. Aujourd'hui, le débat sur les taux négatifs s'est très largement libéré. C'est-à-dire qu'on entend dans les cercles des banquiers centraux dire, finalement, 20 points de base, est-ce que c'est le plus bas possible ? On peut peut-être aller plus loin, etc. Donc c'est un des axes, une des pistes d'assouplissement supplémentaire. Aller plus loin dans le territoire négatif pour Aller plus loin dans le territoire négatif, en tout cas en ce qui concerne la facilité de dépôt. Aller plus loin, en tout cas s'engager sur des territoires négatifs, sur le taux de rémunération des réserves obligatoires, c'est un autre sujet et je pense qu'on ne franchira pas ce point-là. D'accord. Mais on va aller jouer avec la borne inférieure de négativité, au-delà de laquelle, effectivement, certains risques pourraient émerger au niveau de la stabilité des dépôts bancaires. À partir de quel point les ménages préféreront de détenir des billets plutôt que des choses, des actifs dans les banques, etc. Donc on va aller jouer un petit peu plus près de cette limite-là. Une forme d'expérimentation ? C'en est une, bien évidemment. Alors c'en est une d'autant plus qu'elle est conjuguée avec un environnement quantitatif pour la Banque centrale. On connaît le scénario du quantitative easing de la BCE qui a été mise en œuvre depuis plusieurs mois maintenant. On pourrait aller un petit peu plus loin dans les achats mensuels, donc dans l'aspect purement quantitatif. Actifs souverains et puis les autres, les actifs pas souverains. Voilà, ce qui serait souhaitable de mon point de vue, c'est de creuser la réflexion au niveau de la composition de ces achats, pas seulement la taille, puisque je pense que ça 60 changera milliards pas d'euros. Voilà, ça ne changera pas grand-chose si on en rajoute 5 ou 10 ou 15 ou 20. Et je pense que ce qui changerait plus, ce serait effectivement de penser à la composition de ces achats. On est encore essentiellement sur l'achat de titres souverains aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des réflexions sur des achats de titres différents, comme par exemple les obligations d'entreprise. On connaît les limites objectifs de marché limité, etc., pour que la BCE s'engage de façon massive sur ces pistes-là. Mais quand même, je pense qu'une ventilation plus large et plus équilibrée des achats entre le souverain, ce qu'on appelle les agences
notamment les agences européennes. Ça Le MES, vaudrait notamment. Oui, ça vaudrait, pour moi, ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Il ne faut pas avoir d'inhibition sur ce type d'interaction. Alors, il faut voir ensuite ce que ça veut dire au niveau des politiques européennes. Alors, il y a cette expérimentation que vous nous décrivez très bien, il y a aussi les conséquences qu'on peut en attendre sur les institutions, notamment financières. Vous avez commencé à en parler, les assurances, les banques, la gestion de l'épargne. Quelles conséquences faut-il prévoir ? Alors ça, c'est un environnement assez critique. J'oubliais les entreprises, puisque nous sommes aujourd'hui de la FTE. Bien sûr, c'est l'ensemble des agents économiques qui ont besoin de financer ou besoin de se financer que ça affecte. Je pense tout d'abord, bien évidemment, au modèle bancaire. On sait que les banques, parmi les revenus des banques, il y a des marges d'intérêt, des marges nettes d'intérêt. Et selon le discours des banquiers, notamment des banquiers universels aujourd'hui, on comprend bien que dans un environnement où les taux sont bas, mais non seulement où les taux sont bas, mais la courbe des taux est très aplatie, c'est-à-dire le différentiel de rendement entre les taux courts et les taux longs est finalement très très écrasé. Cet aplatissement de la courbe-là remet en cause, je ne dirais pas que ça remet en cause le modèle de financement bancaire, mais en tout cas c'est un vrai challenge pour la structure des revenus bancaires. Dans un premier temps, c'est peut-être moins critique parce qu'il y a de l'inertie dans les bilans du côté aussi bien actif que passif. C'est mitigé aussi par le fait que finalement, notamment pour les banques françaises, mais c'est vrai de façon assez générale, on a une base de dépôt qui est assez large, assez solide et qui ne réagit pas trop aux fluctuations de taux, pas trop tant que les taux d'intérêt ne sont pas négatifs sur les dépôts aussi. Donc il y a un enjeu aussi de modèle commercial pour les banques. Mais on sait que les marges nettes d'intérêt aujourd'hui deviennent une portion, c'est la portion congrue. Donc il faudra savoir si les banques sont capables de substituer d'autres sources de revenus, dans quelle mesure la régulation se porte en faux par rapport à cette capacité de substitution. Donc ça c'est très critique parce qu'en Europe les banques ça finance une bonne partie de l'économie réelle, une bonne partie des entreprises. Donc on pourra dire c'est peut-être moins problématique si finalement si les banques financent un peu moins de crédits immobiliers. Bon, les politiques aimeront pas trop ce message, mais c'est pas ça qui va faire baisser la croissance potentielle. En revanche, si les banques ne sont pas capables d'aller financer les entreprises, notamment les PME, les ETI qui ont peu accès au marché, là, ça peut devenir critique. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ces conséquences-là. Et je pense que la BCE y réfléchit aussi de façon assez poussée. Donc un défi pour les banques, pour les assureurs, pour les gestionnaires de l'épargne. Même manière, les gestionnaires d'actifs, les assureurs, notamment les assureurs vie, on connaît la problématique des encours hérités de contrats d'assurance vie. C'était un gros sujet en Allemagne. Avec des taux de rémunération. Ça l'est aussi d'une certaine manière en France. Il y a l'historique de taux de rémunération garantis qui était quand même assez élevé. Qu'il va falloir être capable de porter sur son bilan au-delà de cette phase critique justement d'écrasement de la pente de la courbe. Et ça, c'est également un sujet pour le modèle, le business model des assureurs vie, mais aussi un sujet évidemment de stabilité financière. Pour les entreprises, vous anticipez également, ils sont assez préoccupés, ils se sont exprimés à la table ronde à laquelle vous participiez. Les gestes de la Banque Centrale Européenne sont scrutés par les trésoriers d'entreprise. Bien sûr. Mais les entreprises, elles ont un problème de gestion de trésorerie. Elles ont aussi un problème de financement. Alors du côté du financement, c'est vrai que c'est assez confortable à partir du moment où on a accès au financement, de pouvoir se financer à des taux intéressants. Mais on voit aussi aujourd'hui le paradoxe qui est que dans un environnement de taux bas où il faudrait s'endetter pour investir, c'est vrai pour tous, c'est vrai pour la sphère publique, la sphère privée, on voit que l'investissement, notamment privé, a du mal à repartir pour des raisons financières, mais aussi pour d'autres raisons. Et c'est là que l'interaction qui a été soulignée dans le débat de la FTE entre les taux bas de la politique monétaire et l'environnement des politiques économiques qui devraient soutenir l'impact de la politique monétaire, c'est cette interaction-là qui est fondamentale. Et aujourd'hui, au niveau des fameuses réformes structurelles dont on aura besoin, la stabilisation de l'environnement qui permettrait à l'investissement de revenir, on a encore beaucoup à faire. Alors, on va revenir sur ce point, mais au-delà du faire plus de la part de la Banque Centrale Européenne, il y a possiblement le faire mieux. Je pense à une note que vous avez publiée, je crois, en avril dernier, dans le cadre du CEPI, sur une approche holistique, dites-vous, des politiques phares de l'Europe, de la zone euro.
une approche holistique, c'est-à-dire, si je comprends bien, une meilleure cohérence entre le quantitative easing, le projet d'union des marchés de capitaux, l'union bancaire ou d'autres politiques importantes de la Banque centrale. Que voulez-vous dire exactement par une meilleure cohérence? Il n'y a pas de cohérence à ce jour? On a des circonstances qui sont... Les étoiles sont alignées. Ce n'est pas les mêmes étoiles que les prix du pétrole, les taux d'intérêt. La faiblesse de l'euro, etc. C'est pas ça, c'en est une autre. C'est une constellation, j'allais dire, une opportunité institutionnelle au niveau européen. Beaucoup de projets favorables à une meilleure intégration économique et financière européenne. Simplement, vous dites, est-ce que c'est cohérent tout ça? Ça l'est, de mon point de vue, pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on a jamais eu dans l'histoire une banque centrale prête à écarter son bilan de façon considérable, donc à s'engager dans de la création monétaire pour acheter des stocks d'actifs considérables. Donc ça, on est dans cette circonstance-là pendant encore une année, si ce n'est plus. En parallèle, on a identifié, et tout le monde est d'accord avec des chiffres plus ou moins similaires, mais on a identifié un besoin d'investissement massif sur le continent européen et en particulier dans la zone euro. C'est le fameux plan Juncker. C'est ce qui a donné lieu au fameux plan Juncker qui a, en dépit de tout ce qu'on pouvait craindre, traversé tous les jalons juridiques. On a établi les statuts du fonds Juncker qui correspondaient au plan. On a mis en place l'idée, on a ébauché l'union des marchés de capitaux qui fait pratiquement partie du plan, à moins que le plan fasse partie de l'union des marchés de capitaux. En tout cas, on a réfléchi à l'environnement nécessaire pour favoriser les investissements. Et la conjonction de ces deux, de ce besoin de financement et de cette capacité de financement Deus ex machina par la Banque centrale, je pense que ça crée une évidence qui est de dire on crée de la liquidité. Pour l'instant, cette liquidité, par conformisme par rapport à la conduite du quantitative easing dans les épisodes historiques, on va l'investir sur du titre souverain, dans des pays qui, en termes de rendement sur le souverain, n'ont plus tellement besoin d'ajustement. Les courbes sont déjà très très plates. Donc finalement, on se conforme à une pratique qui n'est pas la pratique, qui ne semble pas être la pratique optimale par rapport aux besoins de financement sur l'économie réelle qui a été identifiée et qui fait consensus. Donc évidemment, une idée, ce serait de dire on a besoin d'avoir quelque chose de mutualisé au niveau de l'émission de dette. On ne veut pas appeler ça eurobond, c'est politiquement incorrect vis-à-vis des Allemands. On a des besoins d'investissement dont on peut penser que ça ne répond pas aux mêmes critères budgétaires, aux mêmes contraintes budgétaires que de la dépense de fonctionnement d'État. Donc besoin d'investissement et capacité de financement de la part de la BCE, on aurait envie de dire à la BCE, il faut acheter des obligations d'entreprise, il faut s'engager sur le financement de l'économie réelle et finalement s'exposer à un risque. Ça voudrait dire que la Banque centrale serait exposée à un risque. En termes de choix d'actifs, c'est un risque. Voilà, il faudrait construire les capacités de constitution des portefeuilles. Donc c'est de l'asset management finalement que viendrait faire la BCE, mais pour s'exposer aux risques macroéconomiques, c'est-à-dire à la croissance de l'économie européenne. La BCE, vous connaissez bien puisque vous y avez travaillé pendant plusieurs années. C'était une époque où la perspective même du quantitative easing, où la perspective de mettre une obligation d'État sur le bilan d'une banque centrale de l'eurosystème, c'était scruté avec beaucoup de perspicacité et interdit de façon rédhibitoire. Et puis il y aurait un grand projet, un grand chantier fiscal européen qui est un gros morceau sur lequel pas mal de générations de politiques se sont un peu cassées les dents. Là, il n'y a aucun espoir. Alors c'est très compliqué, c'est très loin dans l'agenda. On est encore aujourd'hui dans les discussions européennes. Il y a une sorte de paradoxe. On est dans une logique, il ne faut pas l'oublier, de gestion de crise encore aujourd'hui. On n'en parle plus du tout dans les médias, mais la semaine dernière ont eu lieu des discussions ardues entre les créanciers et la Grèce sur la mise en œuvre du fameux accord de juillet 2015. Oui. Donc il se passe exactement la même chose de ce qui se passait quand la Grèce était sur les premières pages. Donc il ne faut pas oublier que tout ça est encore en toile de fond. Et puis on a des réflexions en contrepartie très ambitieuses et philosophiques, mais encore dénuées de substance, sur les changements institutionnels liés à la construction budgétaire et politique de la zone euro. Concrètement, quel Parlement,
quelle entité budgétaire, qu'elle soit fiscale ou d'émission de dette, et quel ministre des Finances pour la zone euro. On a fait des propositions un peu génériques, mais il n'y a pas de substance derrière, et je crains que le retard qu'on ait pris sur ces calendriers-là revienne à la lumière le jour où on aura encore des tensions liées finalement aux ajustements dans la zone euro qui n'ont pas lieu. Et ce jour-là arrivera malheureusement dans les mois ou les trimestres qui viennent. Merci Natacha, merci de votre attention. À bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.